On part ? Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous reprenons ce matin l'examen de nos avis pour la seconde partie du projet de loi de finances pour 2025, en nous penchant cette fois sur l'avis consacré au programme des investissements d'avenir, qui correspondent aux crédits regroupés dans la mission Investir pour la France 2030. Pour cet avis, notre commission a désigné comme rapporteur pour avis Monsieur Charles Fournier. Je précise également que notre commission est saisie de 10 amendements dans le cadre de cet avis et que nous voterons ensuite sur cette mission. Pour mémoire, elle devrait être examinée en séance publique le mardi 5 novembre prochain, après-midi et soir. Voilà, vous dire aussi que la perspective d'engager des programmes d'investissement sur 10 ans adossés à des efforts de recherche-développement amplifiés avait tout pour séduire. Rappelons que ce programme est composé de 4 campagnes qui arrivent à échéance. 2 sont achevées, l'une arrive à terme l'année prochaine et le PIA 4 se lance à partir d'autorisations d'engagement votées les années passées. Peut-être, monsieur le rapporteur, pourrez-vous, grâce à vos travaux, éclairer notre commission sur la suite donnée à ce programme d'investissement lancé donc en 2021. Je crois que tous nos collègues accueilleront volontiers cette information, tant les besoins d'intérêt général dans l'industrie, l'agriculture et l'alimentation, la santé, etc. sont importants. Je vous cède donc la parole, monsieur Fournier, pour débuter la discussion générale dans les conditions habituelles que vous connaissez. Merci. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, d'abord des remerciements à l'administrateur qui m'a accompagné ici présent dans cet exercice. Et puis peut-être répondre assez directement avant de rentrer dans la présentation du rapport à votre question, Madame la Présidente. Non, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est de la suite de France 2030 puisque les questions ont été posées, mais je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Beaucoup espèrent qu'il y ait un France 2040, un France 2050, mais personne n'était en mesure de dire finalement s'il y aurait prolongation ou pas de cet important programme d'investissement, puisque pour rappeler, c'est 54 milliards d'euros qui sont mobilisés, et effectivement, c'est le prolongement des plans d'investissement d'avenir 1, 2, 3, et on en est au 4e, et donc ce programme est en cours d'avancement. Il y a cette année une baisse des crédits de paiement qui correspond non pas à une baisse de l'ambition cette année en tout cas, mais en tout cas à l'état des projets qui sont dans la seringue et qui méritent d'avoir des financements et pour lesquels ils ont été planifiés. Je n'ai pas réussi à avoir plus de précisions sur certaines baisses, notamment pourquoi il y a des baisses plus importantes sur les dotations en fonds propres par rapport aux apports en subventions. Et ça, là-dessus, j'aurais aimé avoir des précisions, mais je ne les ai pas eues malgré les questions qui ont été portées. Je voudrais d'abord partager avec vous un certain nombre d'observations générale sur le programme, et puis j'ai choisi un angle thématique qui est celui des matériaux critiques, dont je vous parlerai évidemment dans un deuxième temps, qui me paraît un sujet majeur. Ma première observation sur France 2030 tient plutôt au contenu et aux objectifs de France 2030. Il y a 10 objectifs, 7 leviers, et en posant la question à tous les opérateurs, à tous les acteurs rencontrés, finalement il n'y a pas grand monde pour expliquer le choix de ces 10 objectifs, qui sont une espèce d'empilement de projets pour le futur. Je pense à l'avion vert, les petits réacteurs nucléaires, la question alimentaire, plein de sujets qui peuvent être considérés comme importants, mais on ne voit pas comment se dessine à travers ces objectifs la France de 2030. Il n'y a pas eu non plus d'études d'impact à l'origine pour qualifier finalement ces 10 objectifs qui sont plutôt des sujets que des objectifs et les 7 leviers qui y sont associés. Donc évidemment, ça rend complexe l'évaluation d'un tel programme, l'efficacité d'un tel programme pour voir est-ce que ça dessine la France de 2030 et quelle France de 2030 est dessinée par ce programme d'investissement qui sont plutôt cumulés des enjeux que donner une vision stratégique. C'est une discussion que j'ai pu avoir d'ailleurs avec le comité de surveillance qui a été mis en place et qui vient de se renouveler, qui est en train de travailler à réaborder notre lecture d'évaluation de ce programme pour essayer de rendre mieux compte de ce qu'il permet de dessiner quant à notre avenir. Ça, c'était ma première observation. Et associée à celle-là, se pose la question de sujets émergents qui peuvent arriver en cours de configuration du programme et la façon dont on peut ou pas les prendre en considération. Je vous en cite 2, moi, qui me paraissent, un, absent, l'autre, émergent. Premier sujet absent, la sobriété. Et c'est quand même un point d'étonnement quand on prépare la France de 2030 qu'il n'y ait pas d'objectif formel de sobriété. La sobriété, elle invite à des ruptures technologiques. Elle invite, par exemple, au low-tech. Elle invite à penser l'organisation de notre société. Elle invite à de nombreuses recherches pour pouvoir préparer et organiser cette sobriété. Et ce n'est pas un objectif. Alors on me dit que dans certains programmes, c'est dans les critères d'évaluation des projets.
mais rien n'est vraiment transparent et c'est très difficile de vous dire en quoi on ne va pas générer de nouvelles consommations de matières premières, de ressources, générer de nouveaux déchets, je ne le sais pas, et c'est de mon point de vue une difficulté. Et puis un sujet émergent, je pense aux polluants éternels qui sont venus occuper la table de nos débats. Les polluants éternels posent des sujets extrêmement importants de substitution. Par quoi va-t-on les remplacer? Posent des sujets extrêmement importants de dépollution. On manque des techniques pour dépolluer. Tout ça, de quelle manière France 2030, moi je comprends qu'il ne faut pas éparpiller, mais peut-il prendre en cours des sujets émergents? Troisième observation, la nécessité de renforcer la transparence du processus d'octroi des financements. 4 opérateurs, 4 modalités différentes, des conditionnalités qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas les mêmes pour tous les opérateurs. Je sais qu'il y a un groupe de travail, on me l'a dit, c'est la réponse qu'on m'a formulée. Souvent, c'est quand on commence à dire qu'il y a un groupe de travail, on se dit que le sujet, on le renvoie un peu à plus tard. Un groupe de travail serait en place pour essayer d'harmoniser ces critères d'appréciation et ces conditionnalités qui sont fixés sur les projets. Je vous donne un exemple d'un projet qui mobilise 2,9 milliards d'euros d'argent public. Je pense à la production de semi-conducteurs dans notre pays, sur un territoire du côté de l'Isère. Gros projet qui va consommer beaucoup d'eau, qui va consommer beaucoup de métaux rares. Et il n'y a pas, par exemple, là-dessus, de conditionnalités qui sont fixées, en tout cas à ma connaissance, puisque c'est peut-être dans les contrats, mais nous, on n'y a pas accès, pour pouvoir dire autant d'argent public, il y a une règle qui va avec. Voilà. Et ça, c'est quand même un sujet quant à la transparence des processus d'octroi des financements. Quatrième observation, j'essaie de retrouver... voilà. Oui, pardon, sur la même observation, un sujet pour moi très important, c'est qu'il y a dans France 2030, finalement ça échappe un peu au Parlement. Il y a peu d'occasions, ou pas assez d'occasions, pour partager ce qu'est le contenu de France 2030 sur les évaluations qui sont construites et conduites par le comité de surveillance. Et moi je propose notamment qu'il puisse être auditionné au moins une fois par an pour pouvoir rendre compte de l'avancement des réflexions sur ce projet. Je le dis parce que préparer la France de 2030, choisir le contenu, piloter un tel programme, je crois que le Parlement doit être associé, ça me paraît plus que nécessaire. Ça s'appelle la planification, et la planification, elle est aussi du ressort du Parlement. Quatrième observation concernant ce programme, évidemment, c'est son articulation à d'autres échelles. Moi, je pense à l'échelle européenne. C'est une question que j'ai pu poser. Est-ce qu'il y a des Belgique 2030, est-ce qu'il y a des Allemagne 2030, bref, de quelle manière ce que l'on construit là s'articule dans une stratégie partagée à l'échelle européenne? Visiblement non, on est un peu peut-être même moteur, mais moi j'appelle à ce qu'il y ait là-dessus une vision aussi en européen d'une stratégie de développement en la matière. Si je pense par exemple à la production de semi-conducteurs, si je pense à des secteurs aussi majeurs que les énergies renouvelables par exemple, il y a lieu de travailler de façon articulée pour ne pas multiplier. Par exemple, il y a 41 projets de production de batteries électriques en Europe. Il y a un moment donné, les 41 projets, je ne vois pas comment ils seront viables. Et si on mobilise beaucoup d'argent public, il faut s'assurer de la viabilité de ces projets. Et je pense qu'on a intérêt à coopérer autour de ça. Voilà quelques remarques d'ensemble. J'en ai d'autres plus détaillées, mais je ne veux pas être trop long, qui sont repris dans le rapport. Et je voudrais maintenant évoquer la deuxième partie, celle des métaux critiques. Et vous dire combien, à travers ce rapport, ça m'a ouvert un champ de questions très large. Donc je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais je pense que ça mérite, et c'est une de mes préconisations, une mission d'information portée par notre commission. Il y en a une, je crois, côté affaires étrangères, mais sur la dimension géopolitique des ressources critiques. Je crois qu'il y a un enjeu très concret dans notre pays. Par exemple, devons-nous ou pas ouvrir des mines de lithium pour pouvoir préparer les batteries de demain? C'est un vrai débat démocratique qui mérite d'être posé sur la table et qui ne doit pas échapper, qui ne doit pas se faire entre industriels seulement. Ça nous concerne toutes et tous, et je crois là-dessus qu'il y a une vraie difficulté. Il y a par exemple un rapport qui s'appelle le rapport Varin, dont vous avez peut-être entendu. J'ai un peu galéré à essayer d'obtenir ce rapport, qui est un rapport que j'ai fini par avoir, mais avec des parties floutées. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des parties... ce rapport est dans les mains des industriels, est dans les mains du délégué interministériel aux météo critiques, mais on me dit que dedans, il y a des secrets qui risqueraient de tomber dans les mains des Chinois. Alors en passant par moi, je ne sais pas si les Chinois me surveillent, mais risqueraient d'être disséminés et mettraient en risque la stratégie française en la matière. Moi, je le dis vraiment, je pense que c'est un sujet tellement important qu'il doit faire l'objet de décisions aussi du Parlement, et ça me paraît plus qu'important. C'est un sujet important
Évidemment, en termes de souveraineté, les enjeux d'approvisionnement, nous l'avons vu, sont majeurs. La Chine n'est pas seulement producteur d'un certain nombre de ces métaux critiques. Elle maîtrise la chaîne de valeur. Parfois, elle produit peu, mais par contre, elle raffine beaucoup. Et donc, elle met tous les autres pays sous sa dépendance en matière de production des matériaux critiques. Et donc, ça pose quand même des questions extrêmement sérieuses sur notre souveraineté. Ça pose des questions sur la capacité à substituer un certain nombre de ces métaux critiques par d'autres. Ça pose des questions du recyclage. Et ce matin, une des entreprises que j'ai auditionnées, un des seuls, le plus grand acteur minier français, qui s'appelle Eramet, a annoncé par voie de presse qu'ils abandonnaient leur projet de recyclage, faute de modèle économique. Et vous voyez la difficulté, c'est à Dunkerque, là où on va à une gigafactory de production de batteries. Vous voyez, on ne peut pas vendre du rêve et dire qu'il va y avoir du recyclage. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire très concrètement. Donc ça pose quand même des sujets extrêmement importants quant à l'utilisation, parce qu'il y a un certain nombre de ces ressources qui sont dans des limites, qui ont des limites de réserve, de capacité à y accéder, et des limites géopolitiques quant à la possibilité d'accéder à ces ressources. Donc on a là des enjeux aussi de maîtrise, des enjeux de sobriété. Je réinsiste sur ce sujet. Quand on sait qu'aujourd'hui on projette l'utilisation de 7 fois plus de métaux rares dans le monde, 19 fois plus de nickel, 21 fois plus de cobalt, 25 fois plus de graphite et 42 fois plus de lithium. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder, est-ce que les réserves le permettent, est-ce que la géopolitique le permet, est-ce que c'est soutenable pour notre avenir. Et moi, je vous le dis, on ne fera pas l'économie d'une sobriété, d'une réflexion sur nos besoins, plutôt que d'être dans une seule logique de l'offre qui serait infinie. Et je pense que ça pose de vraies difficultés. 3 messages, et je termine là-dessus. Un débat absolument nécessaire sur l'ouverture d'unités d'extraction, de raffinage dans notre pays. Faut-il le faire? À quelles conditions? Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faudrait avancer sur la voiture électrique, mais en même temps, le lithium, ce serait bien de l'importer d'ailleurs. Je crois que nous devons être cohérents et il y a une réflexion à conduire. Et il faut les conditions de ce débat démocratique nationalement comme dans les territoires concernés. Et ça me paraît important d'avoir ces 2 échelles. Deuxième élément, le recyclage et la substitution. Je vous en ai parlé. Et troisième message, la sobriété quant à l'utilisation de ces métaux critiques. Le programme France 2030 a une ligne d'1 milliard consacrée à ce sujet-là. C'est absolument nécessaire. Il y a des structures qui s'organisent. Il y a un mot peut-être pour être tout à fait complet que je n'ai pas vraiment abordé là, mais en étudiant le programme France 2030, j'avais un peu le sentiment qu'il était le levier financier d'une possible planification dans notre pays. Je dis possible parce qu'il y a beaucoup d'organismes d'État qui pourraient être chargés de cette planification, le secrétariat général à la planification écologique, le commissariat au plan, France Stratégie, et que tout ça n'est absolument pas aujourd'hui lisible et efficace. Et il me semblerait qu'il conviendrait d'organiser structurellement cette capacité à nous planifier et évidemment d'avoir des lois de programmation pour que cette planification ait une réalité concrète, législative, financière et de méthode. Voilà pour la présentation de ce rapport, Madame la Présidente. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur, de remettre aussi la question de la planification économique au cœur de cette contribution sur les plans d'investissement d'avenir. Simplement sur la contribution de notre propre commission, je crois savoir qu'on est un certain nombre de groupes parlementaires à souhaiter que cette commission serve aussi à la réflexion, voire la construction sur la planification économique, c'est-à-dire quelle transformation productive on veut d'ici 5, 10, 15 ans face aux différents enjeux, comment on fait en sorte qu'elles aient lieu et quel est le rôle de l'État en la matière. Et en tout cas, j'espère que notre commission continuera à être contributrice de cette réflexion, voire de cette construction. Je laisse maintenant la parole aux différentes oratrices et orateurs de groupe. Pour le Rassemblement national, Alexandre Loubet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'industrie et l'innovation en France sont en grande difficulté. La crise subie par la filière automobile française illustre, je crois, combien l'insuffisance d'une stratégie nationale, l'absence de patriotisme économique et, il faut l'avouer, l'idéologie excessive des écolos torpillent notre industrie. Il en va de même pour de nombreux secteurs comme le nucléaire, le spatial, l'aéronautique ou encore le pharmaceutique. Contrairement aux affirmations de la Macronie, un chiffre que je trouve intéressant, la désindustrialisation se poursuit. Au premier semestre 2024, nous déplorons 38 fermetures d'usines contre seulement 23 ouvertures.
France 2030, qui nous occupe aujourd'hui, est un plan donc d'investissement de 54 milliards d'euros déployé sur 5 ans, dont les objectifs visent officiellement, vous l'avez dit monsieur le rapporteur, à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Si le programme d'investissement France 2030 paraît effectivement d'une bonne intention, je crois pouvoir dire que la crise que traverse notre industrie démontre qu'il ne suffit pas. Une véritable politique de réindustrialisation et d'innovation ne peut pas se résumer, vous le dites aussi monsieur le rapporteur, à finalement des appels à projets et à un saupoudrage d'aides sans vision globale ni stratégie de filière que vous qualifiez de planification. Je crois qu'une véritable politique de réindustrialisation ne peut cependant encore moins se baser, monsieur le rapporteur, sur certaines des recommandations que vous faites dans votre rapport et qui sont défendues par le NFP. En dehors du débat franchement très pertinent sur les métaux rares que vous souhaitez lancer, la principale de vos préconisations et donc de celle du NFP pour réindustrialiser la France et innover consiste à imposer, je cite, la sobriété des modes de vie, de production et d'innovation comme l'un des principaux objectifs stratégiques du principal programme d'investissement en France. Autrement dit, vous voulez investir plus pour produire moins et pour innover moins. Une stratégie, je crois, digne du tiers-monde qui, malheureusement, désarmera notre économie et freinera l'innovation. Ces recommandations que je considère absurdes démontrent une fois de plus, je crois, que l'arrivée au pouvoir du NFP entraînera le déclin de la France et le déclassement des Français. Chers collègues, je crois qu'une véritable politique industrielle doit au contraire soutenir la croissance. Nous avons un désaccord politique sur ce point. C'est la vision économique que porte le Rassemblement national. Nous devons passer d'une logique de décroissance et d'importation à une logique de production et de relocalisation. Or, pour relancer la croissance, nous devons évidemment mener une stratégie nationale et de long terme, filière par filière, impulsée par l'État en s'appuyant sur les acteurs privés. Nous devons favoriser les entreprises par la priorité nationale dans la commande publique pour mettre l'argent des Français au service de notre économie. Nous devons protéger nos activités de la concurrence déloyale par le patriotisme économique, provoquer un choc de compétitivité par le rétablissement d'un prix français de l'énergie et de l'électricité, décréter une pause réglementaire par la fin de l'écologie punitive que votre groupe défend notamment au Parlement européen, faciliter l'implantation des usines par l'allègement des restrictions foncières, conditionner les aides publiques, nous sommes d'accord sur ce point, au maintien de l'activité et de l'emploi en France, ou encore développer l'innovation, la recherche et la décarbonation de l'industrie par l'investissement. À cet effet, nous sommes d'accord pour dire que France 2030 reste évidemment trop peu ambitieux et faible en matière de capacité d'investissement, d'objectifs et de stratégie. C'est pourquoi nous avons défendu ce matin la création d'un fonds souverain français dont je me félicite qu'il ait pu être adopté en commission. J'espère qu'il le sera également en hémicycle et qui vise donc à mobiliser l'épargne des Français sur la base du volontariat pour investir massivement et durablement dans les secteurs stratégiques. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez 15 secondes. Et sinon, vous aurez la parole à la fin, plus longuement. J'ai utilisé mes 15 secondes. Là, mais évidemment, un profond désaccord sur la question de la sobriété. Et je vais vous le dire, la sobriété, elle peut être heureuse. C'est pas le recul en arrière, contrairement à ce que vous pensez. Et elle fait consensus dans la communauté scientifique, mais pas de votre côté. Merci pour le groupe Ensemble pour la République. Marie Lebec. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le rapporteur pour ce rapport qui est intéressant. Je pense qu'il vaut tout à fait le coup d'être débattu, d'autant que forcément, moi j'ai plutôt une position de défense de ce dispositif France 2030 parce que je pense qu'il est vraiment l'incarnation de ce qu'on a cherché à faire et à mettre en œuvre comme politique. Effectivement, c'est un plan qui a été initié en 2021 et qui a pour objectif de prendre le relais des plans d'investissement d'avenir. Il est largement doté puisqu'il y a 54 milliards d'euros qui sont dédiés à l'investissement de ce plan. Et puis, vous l'avez dit, 10 objectifs, 7 leviers transversaux. Je crois qu'il reflète la politique qu'on a cherché à mener depuis 2017 parce que, justement, il vient soutenir l'innovation, la réindustrialisation de notre pays, transformer l'économie française pour se préparer au fait, à ce qu'est l'économie de demain. Et dans un monde particulièrement où la concurrence est extrêmement accrue, où il y a un repli protectionniste aussi de la part de pays qui étaient parfois des partenaires économiques, où les innovations d'aujourd'hui seront les technologies de demain et où je crois que dans un certain nombre de secteurs, on ne peut pas se permettre
permettre de laisser passer le train comme ça a été le cas par le passé. Et vous avez évoqué quels étaient un peu les choix qui avaient pu être dus. Je ne vais pas donner une justification que je n'aurais pas personnellement, mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que oui, dans certains champs, comme l'automobile, l'aéronautique, le numérique, l'énergie, les transformations, elles vont très vite, et nos concurrents, que ce soit les États-Unis ou la Chine, parfois nos partenaires aussi, mais ont décidé de ne pas louper le coche, et je crois que c'est aussi le rôle de la France, et bien sûr, vous l'avez rappelé, de l'Union européenne, de ne pas se faire distancer sur ces programmes. Par ailleurs, je ne retiens pas totalement ce que vous avez dit sur la question de la sobriété, où j'ai quand même noté que dans ce programme France 2030, il y a justement la moitié à peu près des crédits qui sont consacrés à la décarbonation de notre industrie. Donc, bien sûr, on n'a pas c'est pas pareil, vous avez raison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans la volonté de France 2030 l'envie de justement dire on adapte l'industrie aux défis de demain, et notamment à la transition écologique et au changement climatique. Et puis, il y a aussi la volonté d'investir dans des technologies qui ne seront pas destructives, qui n'endommageraient pas le climat et notre planète. Je mettrai quand même aussi un petit bémol par rapport à ce que vous avez dit. J'imagine que vous avez interrogé des bénéficiaires de France 2030, des entrepreneurs qui avaient reçu, qui avaient remporté des appels à manifestation ou des appels à projets. Or, c'est un outil qui a été quand même largement adopté. Il y a une forme, j'en ai vu aussi par mon travail et mon engagement, il y a une forme de fierté quand même à obtenir de ces crédits, ce qui montre aussi la réussite et la capacité d'une entreprise à investir, à innover, à se transformer, à s'adapter aux enjeux de demain. Et ce qui est souligné, c'est quand même aussi que ça a corrigé les faiblesses de ce qu'étaient les programmes d'investissement d'avenir, avec une plus grande souplesse qui est détaillée. C'est peut-être aussi le sens de ces appels à projets que vous avez l'air de contester, comme quoi ils seraient un peu décousus les uns des autres, mais qui permet à différents acteurs de se positionner. Une gouvernance interministérielle qui a été simplifiée. Et je veux dire, moi j'ai été rapporteur en 2017 programme d'investissement d'avenir, et effectivement la critique qui remontait était que souvent ça apparaissait comme trop complexe. Et enfin, peut-être des services déconcentrés de l'État qui sont mieux associés des collectivités territoriales, et ce qui permet un maillage plus fin. Je vois que le temps file, et je voudrais juste peut-être dire quelque chose sur ce que vous avez dit, la participation citoyenne, que j'avais pas lu de la façon dont vous l'avez expliqué et de la façon dont vous l'avez présenté dans votre rapport, mais peut-être quand même dire que Bruno Bonnell, qui est à la tête de France 2030, est régulièrement auditionné par cette commission, qu'avec mon collègue Guillaume Casbarian à l'époque, qui était député, on avait proposé effectivement de créer une délégation parlementaire aux investissements stratégiques pour pouvoir suivre la démarche. Et il y a quand même un organisme extra-parlementaire où il y a une présence parlementaire au Conseil de surveillance des investissements d'avenir, ce qui prouve bien qu'il y a quand même un contrôle parlementaire qui peut être renforcé, mais qui existe. Merci. Je suis désolée, il n'y a pas le temps, mais monsieur le rapporteur, vous reprendrez la parole à la fin pour répondre, je n'en doute pas. Pour le groupe La France Insoumise, Claire Lejeune. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, merci beaucoup pour ce travail que j'ai lu avec intérêt. Investir pour, dans les 10, 20, 30 ans à venir, se donner dans le présent les capacités à décider ce que sera le monde de demain, ça devrait être en fait l'activité de base de la puissance publique. Gouverner, c'est, ou ça devrait toujours être, un exercice de planification. Et un des effets de la doctrine néolibérale, c'est d'avoir fait en sorte qu'on laisse l'avenir finalement être sculpté par le jeu assez aveugle des marchés. L'État, dans cette doctrine, se contente de venir en appui avec l'idée globale que ce qui serait bon pour les entreprises serait bon pour le pays, alors que celles-ci sont prises dans des logiques de rentabilité qui seraient basées plutôt sur du court terme. Donc il nous aura fallu un choc d'ampleur, le Covid, mais aussi le contexte de la crise climatique pour que cet impératif d'intervention planifiée et stratégique réapparaisse. Donc oui, on a besoin d'un État planificateur, stratège, qui investit et prépare l'avenir. Mais l'architecture d'Investir 2030 nous fait plutôt penser que le compte n'y est pas encore tout à fait. Et je vous rejoins dans les constats que vous avez faits sur le fait que finalement, France 2030, au regard de la somme qui est investie, donc 54 milliards, n'a pas fait l'objet d'une délibération démocratique et parlementaire suffisante, puisque effectivement le fait que ce soit passé par un amendement au PLF plutôt que par un projet de loi qui aurait du coup impliqué qu'on aurait eu un audit comme le prévoit l'article 39 de la Constitution, ça pose quand même un certain nombre de questions, et du coup ça donne
un peu l'idée que c'est un dispositif un peu ad hoc qui a été décidé par le président, et ça empêche le projet d'atterrir complètement démocratiquement dans la vie civique du pays. Donc on peut aussi faire une série de constats sur la conditionnalité. Il y a une série d'évaluations qui sont prévues, que vous détaillez très bien dans le rapport. Néanmoins, on peut penser à des dispositifs de conditionnalité beaucoup plus forts, avec une part de contrainte, notamment par rapport aux engagements climatiques des différents acteurs. Un autre constat que vous faites dans le rapport et avec lequel je m'accorde, c'est le fait que cette logique d'appel à projet, finalement, elle se fait au détriment d'une approche intégrée et planifiée. On est assez loin d'une planification industrielle qui serait pourtant nécessaire. Et notamment, on peut noter le manque d'articulation entre France 2030 et tous les autres documents de planification qu'on a, qui, eux, pour le coup, passent plutôt par la case parlementaire, donc SNBC, PPE, PNAC, qui sont en plus des documents qui prennent du retard. C'est le comble pour des documents qui sont censés justement guider et rythmer l'activité. Là, ils prennent du retard dans leur publication et sont souvent plutôt marqués par des échecs à atteindre les objectifs. Donc là, on aurait besoin justement de trouver une articulation beaucoup plus intégrée de l'ensemble de cette planification, et le SGPE pouvait être le véhicule de cette intégration, sauf que là, il vient d'être un petit peu débranché et on a des doutes sur son avenir, donc c'est bien malheureux. Le temps avance, donc je vais terminer avec une dernière question. Il y a un dernier point, il y a quand même un problème sur le fait que les objectifs même de France 2030 sont minés par les décisions budgétaires prévues dans ce PLF. Je prends juste l'objectif de 2 millions de véhicules électriques. Moi, je suis rapporteur sur le programme 174, où il y a une chute de 500 millions sur les aides à l'achat de véhicules électriques. Donc en fait, la dimension d'innovation technologique ne peut pas être décorrélée de tout le contexte social, économique et écologique, et vous le soulignez très bien dans le rapport. Donc on a là encore besoin d'une mise en cohérence entre le PLF et France 2030. Personne ne veut que je parle. Bon, mais je ne doute pas, monsieur le rapporteur, que vous soyez en train d'articuler toutes les interventions de groupe pour planifier une réponse globale à la fin des interventions. Donc pour le groupe socialiste, Karim Benbraï. Claire, le jeune, il faut que vous enleviez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la qualité de l'avis qui nous est présenté. J'ai eu l'occasion de prendre part à quelques-unes des auditions que vous avez menées dans le cadre de la rédaction de votre avis, notamment celle des opérateurs du plan France 2030, et je vous en remercie. Dans mon expression aujourd'hui, je souhaite évoquer certains enjeux majeurs, mais pour autant angle mort de France 2030. Je partage ce que vous avez exprimé dans votre rapport, notamment vos interrogations sur le choix des objectifs et des leviers qui structurent le plan, sur le fond comme sur la manière, puisque les opérateurs du plan nous ont indiqué une faible ou plutôt une absence de consultation dans la définition des orientations. Et vous pointez très bien la difficulté d'intégrer de nouveaux axes au plan dès lors qu'il a été lancé, alors qu'il y aurait besoin justement de rajouter des objectifs supplémentaires. Toutefois, si les 10 grands objectifs semblent avoir été décidés unilatéralement et par le haut, il est apparu régulièrement lors des auditions que France 2030 semble se structurer autour d'une gouvernance plus collégiale que les anciens PIA, ce qui va plutôt dans le bon sens. Néanmoins, il m'a semblé, à travers les témoignages des opérateurs, que la comitologie en place ne leur permette pas systématiquement de bénéficier d'une vue d'ensemble sur le déploiement du plan et s'avère même parfois source d'opacité. Monsieur le rapporteur, et je veillerai à vous laisser un peu de temps pour répondre à mes questions, partagez-vous ce constat et identifiez-vous des pistes pour une articulation plus directe entre les différents opérateurs du plan France 2030. D'autre part, parmi les 10 grands objectifs de France 2030 figure la décarbonation de notre industrie, afin de respecter l'engagement de la France de baisser entre 2015 et 2030 de 35% les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Je veux souligner que cet objectif n'a, à l'heure actuelle, pas fait l'objet d'engagements importants sur les 54 milliards d'euros prévus.
S'il est essentiel d'accompagner les projets concourant à davantage d'efficacité énergétique ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il n'en reste pas moins primordial de mener une politique ambitieuse en matière de sobriété en soutenant les projets qui y contribuent. Cet enjeu de sobriété ressort comme l'un des principaux angles morts du plan, et c'est le sens de l'un des amendements que nous vous proposerons aujourd'hui. Enfin, il apparaît que le paramétrage des appels à projets et les modalités de financement rendent difficile l'accès des organisations et entreprises de l'économie sociale et solidaire au crédit alloué à France 2030. Il nous apparaît donc utile de prévoir de nouveaux dispositifs permettant de flécher une partie de ces crédits vers l'ESS. Construit sur un modèle vertueux et vecteur d'innovation sociale sur les territoires, cet écosystème doit en effet pouvoir trouver sa juste place dans un plan ayant vocation à préparer la France de 2030. En conclusion, nous notons que la trajectoire budgétaire proposée semble globalement adaptée au déploiement du plan France 2030 tel qu'il a été décidé. Mais le choix des priorités du plan et les angles morts évoqués précédemment nous mèneront à nous abstenir sur ces crédits. Merci. Merci pour 30 secondes, monsieur le rapporteur. Très généreux. Merci beaucoup. Non, alors je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Sur l'évolution de la gouvernance, moi, je partage ce que vous avez dit. Il y a quelque chose qui se structure mieux. Ah, par contre, ça entraîne une comitologie extrêmement dense et importante entre tous les acteurs, mais les opérateurs semblent pouvoir discuter des modalités de mise en œuvre, mais pas forcément des orientations. Et c'est à cet endroit qu'il faudrait aussi, à mon sens, associer davantage les 4 opérateurs qui sont en place. Puis sur l'ESS, l'innovation sociale, c'est une partie de mon rapport, évidemment. Je partage l'idée qu'il faut que ce plan soit accessible à des petits acteurs, à des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont une configuration particulière, mais j'y reviendrai un peu plus tard pour ne pas dépasser trop mon temps. Merci. Pour le groupe Droite républicaine, Guillaume Lepers. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce programme d'accompagnement des entreprises partait d'une bonne idée, car il prenait le relais du plan de relance post-Covid, en le recentrant sur les domaines précis afin de renforcer nos entreprises face à la concurrence mondiale. Dans le contexte économique actuel, il est évidemment indispensable d'encourager et de soutenir la modernisation de nos outils de production, tout en accompagnant l'innovation. Néanmoins, 2 problèmes ont été soulevés depuis le début de cette opération de 54 milliards d'euros étalés sur 5 ans. Il ne semble malheureusement pas évoluer de manière significative. Premièrement, France 2030 apparaît très centrée, et même trop centrée, sur les grandes métropoles et l'Île-de-France, alors que nos territoires s'engagent pour soutenir un développement économique dynamique et compétitif. Ils restent à l'écart de ce programme. Les crédits France 2030 ruissellent difficilement sur les territoires ruraux par manque d'ingénierie, par manque de connaissances de dispositifs trop complexes et par manque d'accompagnement décentralisé. Par ailleurs, France 2030 privilégie la fameuse Start-up Nation et accompagne assez peu les entreprises industrielles classiques. Agroalimentaires, sous-traitance automobile, elles ne sont pas toutes des licornes, mais elles constituent la base solide du tissu économique de proximité de notre pays. Elles ont pourtant du mal à accéder à ces crédits car leurs activités ne font rêver ni la BPI ni M. Bonnel, secrétaire général de France 2030. La France de 2030, la vraie, c'est celle de la relocalisation et de la réindustrialisation. Elle doit prendre en compte tous les territoires, toutes les entreprises et tous les Français. C'est pourquoi je souhaiterais connaître les évolutions envisagées pour rééquilibrer le programme France 2030 et ses différents volets dans un objectif de cohérence et d'équité. Je vous remercie, j'ai fait 2 minutes. Incroyable. Merci. Monsieur le rapporteur. Un grand merci de me laisser le temps. Si quelqu'un... Je ne sais pas. Je reprends mes 5 secondes à la fin, pour cause technique. Et non, j'ai été vice-président d'une région et j'avais initié un programme qui s'appelait « L'avenir s'invente dans les campagnes ». Et donc, du coup, je peux partager votre préoccupation de l'appropriation par un certain nombre d'acteurs de ce type de dispositif. Mais il n'y a pas que dans les campagnes. On nommait les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils sont quasiment absents du programme parce qu'ils n'ont pas la trésorerie, parce qu'il n'y a pas d'intermédiation. C'est une de mes préconisations pour faire en sorte qu'on puisse accéder à ces dispositifs
dispositif-là. Je pense aux petites entreprises, je pense aux petits laboratoires qui ont du mal, évidemment, à s'organiser, à se structurer pour entrer dans de tels programmes. Et donc, je crois là qu'il y a effectivement matière à organiser beaucoup mieux une intermédiation, à travailler mieux sur les critères sur les crédits qui sont déconcentrés, que portent les régions. Et là, il y a quelque chose à aller regarder aussi dans le partenariat qui se construit avec les régions pour affiner la capacité à accéder à ce type de programme. Et puis, je le dis, c'est aussi les sujets qui sont dedans. Les sujets tels qu'ils sont posés, regardez les 10 objectifs, vous verrez qu'évidemment, beaucoup d'acteurs échappent à cette perspective-là. Et donc, je pense, par exemple, quand on évoque l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale. Il n'y a rien sur l'innovation sociale dans ce programme, ou presque rien, ou en tout cas trop peu. Et si on veut penser à la France de 2030, elle est technologique, certes, sur certains aspects, mais elle sera aussi de l'innovation sociale, de l'innovation pour les territoires ruraux, pour l'égalité des territoires. Bref, il y a plein de sujets qui mériteraient de retrouver leur place là-dedans, parce qu'on ne pas la France de 2030. Nos activités économiques de 2030, c'est aussi ça. Et on pourrait tout à fait travailler, par exemple, sur la façon dont on peut faire démarrer des activités de production dans nos territoires ruraux, dans des conditions qui soient évidemment respectueuses des enjeux de foncier, des enjeux écologiques. Mais je pense aux manufactures de territoire, qui est un programme intéressant. On pourrait tirer des fils à partir de ces programmes-là dans le cadre de France 2030. Donc, je peux vous partager ça. Puis enfin, sur la Startup Nation, moi, je partage même un risque, c'est qu'on a un certain nombre de projets d'innovation qui peuvent ensuite être rachetés par des capitaux étrangers. Et on a financé, nous, de l'innovation qui va servir d'autres et qui ne va pas servir forcément dans notre pays ou en Europe. Merci. Merci. Pour le groupe écologiste et social, Julie Lernos. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Sur les crédits de France 2030, et vous l'avez dit, cela devait donner un cap et dessiner l'industrie, le tissu économique et quelque part la société et les mutations qu'on voulait engendrer. En ça, et l'intervention de notre collègue Marie Lebec en fait état, peut-être que ce que vous constatez dans votre rapport, le saupoudrage, plutôt la privilégier les start-up, les gros acteurs, ressemble à la France que voulait dessiner Emmanuel Macron. Nous pensons, en tout cas nous avons pris au mot le président de la République lorsqu'il a dit vouloir s'engager dans la cause et la transition énergétique et écologique. Et on voit à travers ce rapport, là aussi, mais aussi le constat qu'on peut faire sur le terrain, qu'on rate la marche. On a donné et alloué des fonds importants à des projets qui relèvent du technosolutionnisme plutôt que de vraies solutions sur le terrain pour notre tissu économique et pour notre industrie. On peut prendre 2 exemples. Les SMR, dont on voit mal comment ils vont sortir de terre. En tout cas, c'est un serpent de mer actuel où on a investi beaucoup d'argent qu'on aurait pu investir de manière très efficace dans d'autres technologies, par exemple sur une industrie, dans les énergies renouvelables ou dans la sobriété. Vous le dites et vous le pointez dans votre rapport, peu a été fait sur la question de la sobriété. Quand on parle de l'efficacité énergétique, notamment dans les logements, on a de l'innovation, des technologies à appliquer aussi sur la rénovation, sur la massification de la rénovation des logements. C'est absent dans les projets qui sont soutenus ici. Et puis, je voulais juste évoquer, puisque vous en avez fait votre focale dans votre rapport, c'est la question et le débat démocratique qui est nécessaire sur la question des matériaux critiques. Vous le dites, dans un monde qui change, et si on engage réellement la transition énergétique, ce qui n'est pas encore en train de se passer, et je veux prendre aussi l'exemple de la désindustrialisation dans les énergies renouvelables, que ce soit la fermeture d'usines sur le photovoltaïque, sur l'éolien qui sont en grande difficulté, et le rachat de ces technologies, effectivement, par des entreprises et des capitaux extérieurs à la France. La question des mines est un vrai sujet. Moi, j'ai pris connaissance, par exemple, d'une enquête publique qui se déroule en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique, d'un permis d'exploration avec un permis exclusif de recherche pour un nombre incalculable de métaux. Je ne vais pas tous les lister parce qu'ils sont très importants. Ça veut dire, en gros, on donne un permis exclusif de recherche pour n'importe quel métaux sur des grands territoires à des entreprises et des filiales dont les capitaux sont là aussi détenus à l'étranger. Et donc, ça interroge réellement sur la question de la souveraineté pour arriver
à notre fin, à construire, à réindustrialiser, mais aussi à garder une certaine souveraineté. Si on arrive à se sevrer des énergies fossiles, il ne faudrait pas qu'on soit dépendant, et vous le pointez aussi, de l'importation des matériaux critiques d'ailleurs. Donc je pense que ce débat est sain, important, et qu'il y a, même s'il y a un certain nombre de garde-fous, besoin de discuter du cap, justement, de comment on dessine la France en 2030 et de quelle industrie et quel tissu économique et comment on garde nos emplois, nos filières et nos compétences et comment on les construit dans un avenir qu'on a envie de dessiner ensemble. Merci. Pour 15 secondes, monsieur le rapporteur. Ouais, non, mais deux sujets. Un, effectivement, dire ça s'appelle France 2030, donc forcément, ça ouvre à quelle vision nous avons de la France de 2030, et ça a échappé à un débat collectif pour dire c'est quoi la vision que nous avons de la France 2030. Puis deuxième élément, oui, la question de l'ouverture des mines, on ne peut pas le découvrir au gré d'une enquête publique. Ça pose une question stratégique, ça pose une question pour notre pays, et on doit pouvoir en débattre de manière extrêmement sérieuse. Merci à vous. Pour le groupe démocrate, Louise Morel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. À mon tour, je salue le travail qui a été fourni par le rapporteur sur ce sujet. Aussi, ces pistes de réflexion quant à une meilleure information du Parlement. Pourquoi pas, on peut certainement faire un petit peu mieux. Mais je dois dire que je trouve aussi les premiers propos qui ont été tenus un petit peu surprenants. Premièrement, je voudrais dire que je ne suis pas sûre qu'au niveau européen, il y ait beaucoup de pays qui ont pris des décisions aussi fortes pour s'engager en faveur des investissements d'avenir. Et je crois qu'on pourrait en être collectivement fiers. Je voudrais aussi dire qu'on parle beaucoup des entreprises, mais en réalité, France 2030, c'est bien plus d'acteurs que cela. C'est aussi des petites PME, ce n'est pas que des grands groupes industriels, c'est des PME, c'est des ETI, c'est des établissements d'enseignement supérieur, c'est des laboratoires, et qui ont produit des premiers résultats très sérieux. Je crois qu'on peut être fiers de se dire qu'il y a déjà eu 2000 dépôts de brevets suite à France 2030, 4 gigafactories de batteries, 8 biomédicaments produits en France, 8,5 millions de tonnes de CO2 économisées par an sur les projets qui sont déjà engagés. C'est quand même des réussites collectives et il y a beaucoup d'acteurs qui sont derrière. Et en tout cas, moi, en Alsace, plusieurs ont été bénéficiaires de ces programmes et ils en sont fiers et ils sont fiers d'essayer de participer à l'avenir de ce pays et je voudrais quand même le rappeler. Ensuite, très rapidement, puisque je vais aussi vous donner un temps de réponse, sur la seconde partie de votre rapport à propos des métaux critiques. J'avais été très surprise, c'est juste pour partager cette information, d'une étude qui avait été publiée par un chercheur, Olivier Vidal, en 2018, qui nous disait que la quantité cumulée de métaux à produire au cours des 35 prochaines années pour assurer la transition énergétique dépasserait la quantité cumulée produite de l'Antiquité à nos jours. Donc je crois que ça doit quand même nous rendre très humbles. Et si on n'avait pas des programmes massifs d'investissement d'avenir, bien sûr, on peut discuter des démarches, des procédures, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités, etc. Mais dans l'ensemble, il faut quand même un axe fort et se dire maintenant, on y va, comment on y répond. Et pour citer un exemple, je regardais dans l'Allier, c'est pas chez moi, mais j'ai découvert le projet Émilie, d'extraction de lithium, qui est un bon exemple à ce propos. Il y a 2,1 millions de tonnes de granit qui seront extraites par an et dont la teneur en lithium n'est que de 0,9%. Donc qu'est-ce qu'on fait du reste de tout cela? Et donc je voulais un petit peu avoir votre sentiment par rapport à cela, par rapport justement aux métaux précieux plus globalement sur lesquels vous avez travaillé. Comment vous voyez cette articulation dans le plan France 2030? Et si ce n'est pas prévu dans France 2030, comment nous, parlementaires, on pourrait faire émerger ce sujet plus globalement? Merci. Merci à vous. Pour 1 minute 30, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup pour ça. Alors, peut-être le dire, j'ai des critiques à formuler sur France 2030. Je ne considère pas que ça soit inutile. Je conteste les objectifs de départ qui de mon point de vue, font la faiblesse de ce qui est fait aujourd'hui. Qu'il y ait des projets qui ont été réussis grâce à ça, oui. J'ai entendu des acteurs le dire. Qu'il y ait un intérêt pour le soutien aux innovations de rupture, oui. Tout ça est vrai et je ne peux que le partager. Il y a besoin de planifier. C'est pas juste dire quelles vont être les orientations, les bouclages matières et autres problématiques. C'est aussi donner les moyens qui vont avec. Et donc France 2030, pour moi, est un levier d'une possible planification. Mais après, il y a un débat sur le fond, sur ce qui a été inscrit dedans. Sur les acteurs, la lecture que j'ai aujourd'hui, mais ça prouve la faiblesse peut-être de l'évaluation aujourd'hui. Je crois qu'il y a trop peu de petites entreprises qui accèdent au dispositif.
trop peu de petits laboratoires, et ça nous a été dit par des chercheurs dans les auditions, et il y avait des grands laboratoires avec des petits qui étaient là autour de la table en disant, quand il y a des petits, c'est qu'ils ont été entraînés par des gros, mais tout seuls, ils peuvent pas y accéder, et qu'il y a quand même un enjeu de ce point de vue-là. Et puis sur la question des métaux critiques et sur le fait qu'on va utiliser là, en peu de temps, ce qu'on a utilisé depuis l'Antiquité, c'est vrai, c'est les chiffres qu'on a pu entendre, mais si on ne change rien, si on reste sur le même cap en considérant que finalement il n'y aurait pas de limite planétaire et qu'on n'aurait pas besoin de s'interroger sur ce que nous pouvons produire, ce dont nous avons réellement besoin et dans quelles conditions nous allons l'utiliser. Si on ne s'interrogeait pas sur le recyclage, sur les substitutions à un certain nombre d'usages de ces matériaux critiques. Donc je pense que c'est un sujet majeur et je propose une mission d'information notamment et je vous invite, si ça vous intéresse, à ce qu'on y travaille ensemble. Merci. Monsieur le rapporteur, donc, de toute façon, je vous laisse maintenant la parole autant que vous le souhaitez pour répondre à un certain nombre d'interventions auxquelles vous n'auriez pas eu le temps de répondre. Oui, alors peut-être, oui, il y a quelques interventions auxquelles je n'ai pas répondu. Après, j'ai essayé au fur et à mesure quand même de reprendre. Alors, vous disiez, Madame Lebec, qu'il y a une fierté des acteurs quand la possibilité d'émerger. Effectivement, pour ceux qui y arrivent, il y a une fierté. Il y en a aussi d'autres qui n'y accèdent pas et qui peuvent être en difficulté. Moi, j'insiste sur le fait de rendre possible l'accessibilité à plus d'acteurs. Et vraiment, j'insiste par exemple sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a vraiment des solutions pour qu'on puisse le faire. Je fais des propositions d'amendement en ce sens-là. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est pas un supplément d'âme. Hein. C'est 10% des emplois, 7% du PIB. Et c'est surtout des acteurs extrêmement innovants. Sur beaucoup de nos sujets, ils ont été à l'origine, sur les questions de déchets, sur les questions d'énergie, ils ont été à l'origine. Et donc, le fait qu'ils se retrouvent si peu partout dans des dispositifs comme cela, eh bien, évidemment, on leur donne le sentiment d'être en marge. Et moi, la France de 2030, c'est aussi eux. Et puis, j'ajoute à ça le fait que, par exemple, l'innovation sociale ne trouve plus de place nulle part, ni dans les budgets de l'économie sociale et solidaire, ni dans le budget de l'État d'une façon générale, et ni dans un tel programme, eh ben, c'est considéré qu'on préparerait une France sans les gens. Et je le dis, c'est technologique, la France de demain, elle sera ça, et je peux partager ça, mais il y a aussi des manières dont on va organiser la vie dans l'entreprise, comment on va organiser notre société. Et tout ça, c'est des sujets majeurs qui ne sont pas sur la table, qui ne trouvent pas d'écho, et ces acteurs-là pourraient nous aider à progresser de façon extrêmement forte là-dessus. Sur la question démocratique d'une façon générale, oui, il y a un comité de surveillance, mais j'ai pu les auditionner au moment du passage de relais. Moi, je dois vous dire que j'ai eu un peu de mal à tout comprendre dans les modes de réflexion qui sont les leurs. Ils débarquaient sans doute à ce moment-là, mais dans le partage qu'on a pu avoir, je trouvais qu'ils reprenaient, comme s'ils repartaient d'une feuille, presque d'une feuille blanche. Je me dis, il y a quand même un sujet sur le continuum d'évaluation de ce programme et la façon d'en partager les résultats, le récit, pour que ça parle, voilà, pour que ça ne soit pas juste des milliards, mais bien des transformations qui ont été engagées dans notre pays. Et ça, je dois vous dire qu'à ce stade, dans les auditions que j'ai faites, et c'est modeste, hein, j'ai fait une dizaine d'auditions, ou une quinzaine, je ne sais plus, le rapporteur trouvait que j'en faisais beaucoup, mais en tout cas, un certain nombre. Et je n'ai pas tous les éléments pour vérifier ça. Mais pour moi, ça pose une question de la façon dont, ici, on peut partager, s'approprier. Moi, je n'ai pas tout l'historique, peut-être que j'ai raté des étapes, mais en tout cas, je trouve qu'il conviendrait qu'on ait là, dans des délais assez courts, une présentation de l'état d'avancement de ce programme ici, dans cette commission. Je pense que ce serait plus qu'utile. Je crois qu'un rapport doit être remis d'ailleurs. Je ne sais pas s'il n'y a pas une règle, un rapport remis au Parlement, mais je ne sais pas dans quelle échéance. Tout ça d'ailleurs n'est pas explicitement et précisément défini. Sur l'appel à projet, sur les appels à projet, parce qu'il y a eu des remarques sur l'empilement des appels à projets. Je pense que c'est l'empilement des objectifs, les sujets qui sont les uns à côté des autres. C'est pas tant la mécanique de l'appel à projet qui pose en soi problème que le fait qu'on ne voit pas la vision d'ensemble et que peut-être il y a des articulations plus fortes qui pourraient s'envisager à des endroits. Il y a quelque chose par contre d'assez pertinent, je trouve, même si la répartition des crédits ne se fait pas forcément toujours bien sur l'ensemble de la chaîne, c'est qu'il y a un raisonnement qui va de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire de la recherche jusqu'à la mise en application. Alors les chercheurs trouvent qu'on n'en fait peut-être pas assez sur la recherche, et un certain nombre d'industriels trouvent qu'on n'en fait pas assez sur l'industrialisation des solutions. Ça veut peut-être dire que finalement, c'est peut-être pas si mal réparti, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une approche sur l'ensemble de la chaîne me paraît intéressant, plutôt que d'avoir d'un côté le financement de la recherche, d'un autre côté de financement sur des solutions industrielles. Sur la sobriété, pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, moi, je ne comprends pas que ça puisse encore faire débat, mais la sobriété, c'est pas la décroissance de tout par principe. La sobriété, elle est parfois organisée
organisationnel. Je vous le dis, par exemple, on a aujourd'hui des consommations électriques qui sont très liées au mode de vie que nous avons aujourd'hui, qui fait que nous vivons tous sur le même rythme. Bon, ben voilà, on peut imaginer qu'il y ait des organisations de société qui soient différentes et qui entraîneraient des consommations différentes. Voilà, tout simplement, la sobriété peut être ça, sans retour à la bougie, puisque c'est ce qu'on laisse supposer à chaque fois qu'on s'adresse à un écologiste. Il faut absolument l'avoir placé, vous l'avez placé, mais il ne m'écoute pas, mais en tout cas, voilà, ma vision n'est pas celle-là. Il y a des choses qui vont décroître, d'autres qui vont croître. Voilà, je trouve que c'est un peu... voilà, vous parliez simplement de croissance économique, et au regard de ce qu'elle est et de l'état dans lequel elle erre, je pense qu'on pourrait débattre longtemps sur l'intérêt du terme de croissance. Voilà, sur les conditionnalités, on n'en a pas énormément discuté. Moi, j'invite vraiment à ce qu'il y ait des règles du jeu beaucoup plus précises là-dessus. C'est quand même des sommes d'argent extrêmement importantes pour certains acteurs. Si je l'ai dit, c'est des volumes tout à fait conséquents. Et il me semble que c'est très flou. Voilà, j'ai interrogé moi-même un directeur de site sur un projet avec beaucoup de financement. C'est quoi les contreparties? Il m'a dit... Bon, la contrepartie, c'est qu'on doit produire un peu plus pour la France en cas de pénurie. Voilà. Moi, ça me paraissait, j'imagine qu'il y avait d'autres choses. Quand je demande aux opérateurs, ils disent c'est dans les contrats, on ne peut pas totalement le partager avec vous. Moi, ça pose un problème. Je vous le dis, il faut des règles du jeu très claires, et pour l'instant, elles ne me semblent pas totalement édictées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas demain. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des interventions individuelles? C'est sympa. Alors, si... Si ça n'est pas le cas, je vous propose qu'on procède maintenant à l'examen des amendements, avec tout d'abord l'examen de l'article 42 état B, avec 2 amendements en discussion commune, l'amendement 264 de M. Fournier et l'amendement numéro 205 de M. Ben Brahim. M. Fournier, tout d'abord. Mon collègue, je crois, a un amendement assez similaire, donc je vais lui laisser présenter le sien, et puis je répondrai après. Monsieur Ben Brahim. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Cet amendement part d'un constat. Le constat, c'est celui que très peu d'organisations ou de structures de l'ESS figurent parmi les porteurs de projets qui sont financés dans le cadre de France 2030. La cause qui est identifiée relève des modalités et du paramétrage des appels d'offres qui semblent peu adaptés à la nature, mais aussi au fonctionnement de ces structures. Cet amendement vise donc à flécher une partie des 54 milliards d'euros alloués à France 2030 pour les dédier aux structures de l'économie sociale et solidaire. Et en complément, je précise que cette sanctuarisation de crédit devrait être accompagnée d'une adaptation des modalités de candidature aux appels d'offres. Il ne s'agit pas là juste d'un jeu de transfert financier, mais aussi d'une évolution dans la manière de lancer les appels d'offres pour les rendre davantage compatibles au mode de fonctionnement des entreprises ou des structures de l'ESS. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui. Pardon, j'ai été un peu vite. En fait, mon amendement n'est pas exactement le même. J'en ai un qui ressemble, qui vient un petit peu plus tard. Là, je reprends à mon compte une initiative prise par de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire qu'ils ont appelé l'opération 1 milliard, qui disent stop, nous on a toujours des queues de cerises et des queues de crédit. Le budget de l'État, j'ai été rapporteur l'année dernière, est quand même extrêmement limité. Ils sont en train d'essayer de mettre en place un fonds d'investissement pour l'économie sociale et solidaire et pour qu'elle trouve toute sa place dans la France de 2030. Et donc je propose d'abonder la création de ce fonds qui serait alimenté par des entreprises, par des capitaux bancaires, par une intervention publique, parce que c'est aussi leur demande. Et donc, c'est ce que je propose à travers cet amendement. Et sur l'amendement de mon collègue, c'est un avis favorable. Je l'ai dit, l'innovation sociale et écologique doit être au rendez-vous de la France de 2030. Voilà, tout à fait. C'est quand même 2 amendements différents, ne serait-ce que par les sommes engagées. Exactement. Puisque l'amendement de M. Fournier, c'est 300 millions d'euros. L'amendement de M. Ben Brahim, 5 millions d'euros. Mais ce n'est évidemment pas les mêmes buts. Voilà, globalement, c'est sur l'innovation sociale et solidaire et l'ESS. Mais évidemment, c'est 2 amendements différents dans une même discussion. Alors, je ne sais pas s'il y a des interventions individuelles. Louise Morel. Merci Madame la Présidente. Moi j'ai juste une question, si je comprends bien, c'est une somme supplémentaire de 300 millions d'euros, mais qu'on prend ailleurs dans le financement des investissements stratégiques, d'après votre amendement. Et du coup, qu'est-ce que ça regroupe derrière financement des investissements stratégiques, qu'on sache quand même si on enlève 300 millions d'euros à un programme, qu'est-ce qui est amputé? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions peut-être avant? Non, c'est bon.
Monsieur Oui, Fournier. oui, alors après, il fallait que je prenne un endroit parce que je ne peux pas augmenter. Si j'avais pu augmenter les autorisations d'engagement, je l'aurais fait. Et donc, évidemment, ça a forcément impacté un autre endroit. Néanmoins, je crois que le volume global du programme ne serait pas mis en tension par le lancement de cette opération. Puis c'est presque plus un amendement d'appel, vous le comprenez, pour que cette opération trouve à un moment donné une réponse et que la puissance publique soutienne l'économie sociale et solidaire à une autre hauteur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 20 millions dans le budget de l'État. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe au vote sur l'amendement numéro 264 de Monsieur Fournier. Qui est pour? Ah oui, Madame Lejeune, vous n'êtes pas membre. Eh oui, voilà, désolée. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 205 de Monsieur Ben Brahim. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant aux deux amendements identiques, numéro 265 et 206. Numéro 265, Monsieur Fournier. Oui, j'ai évoqué longuement ce sujet, le sujet de la sobriété qui n'est pas inscrit comme une ambition dans le programme, et je propose qu'il le soit et qu'on ait des crédits dédiés à cette question-là, qui n'est pas juste la réduction de nos manières de vivre, pour reprendre ce qui a été dit, mais bien au contraire, une manière de les repenser, de leur redonner de la force et d'investir, d'innover technologiquement, socialement, pour rendre possible cette sobriété. Certains parlent de sobriété conviviale. Je crois qu'effectivement, c'est une belle perspective. Et donc sur le même thème de la sobriété du tissu industriel, Monsieur Ben Brahim. Donc, merci Madame la Présidente. Donc effectivement, c'est un amendement qui est très proche de celui de Monsieur le rapporteur. La France s'est fixée pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le secteur industriel. L'efficacité énergétique et la décarbonation, je disais tout à l'heure dans mon intervention, doivent contribuer à cet objectif-là. Mais ces deux leviers ne sont pas suffisants et celui de la sobriété doit aussi être activé. Donc cet amendement, de la même manière que celui de Monsieur le rapporteur, vise à flécher 5 millions d'euros, quand je crois que pour le vote c'était 15 millions d'euros de crédit vers des politiques de sobriété énergétique dans le secteur industriel. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur le rapporteur? Alors, je vois que mon collègue est beaucoup plus sobre que moi d'un point de vue financier, mais je donne un avis favorable, en tout cas pour les deux amendements. D'accord, je vous remercie. D'autres interventions? Donc, dans ce cas, je vous propose de procéder au vote sur l'amendement numéro 265 de Monsieur Fournier. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 206 de Monsieur Ben Brahim. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons maintenant à l'article 45 étagé sur la liste des objectifs et des indicateurs de performance avec l'amendement numéro 262 de Monsieur Fournier. Oui, il s'agit d'essayer d'inscrire formellement la sobriété dans les objectifs et les indicateurs de performance du dispositif pour que ça ne soit pas finalement laissé simplement à la main des opérateurs, mais que ça soit bien central dans l'ambition du programme. Et donc c'est une manière, au-delà des crédits qui étaient proposés préalablement, de l'inscrire. Et donc là, il n'y a pas d'argent en jeu, il y a simplement une orientation forte qui pourrait être donnée. Donc je vous invite évidemment à soutenir ces amendements. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Lernos. Je voudrais appuyer cet amendement dans la mesure où là, il n'y a pas de transfert de crédit pour la question que Madame Morel, à juste titre, avait posée sur les autres amendements, et que par ailleurs, on confond souvent, y compris dans les politiques menées par l'État, entre décarbonation et sobriété. Je prends par exemple la rénovation énergétique et thermique des bâtiments. Souvent, on a mis beaucoup d'argent, pas pour réduire la consommation d'énergie, mais uniquement pour électrifier le chauffage qui est déjà extrêmement électrifié. Et donc, on a une nécessité. On sait qu'en termes de sécurité d'approvisionnement énergétique, si on ne va pas vers la sobriété, on n'y arrivera pas. Et donc, je pense que c'est important sur ce programme-là de l'inscrire en tant que tel dans les objectifs. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions individuelles? Monsieur le rapporteur, vous souhaitez à nouveau réagir? D'accord. Donc nous allons passer au vote sur l'amendement numéro 262. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons à l'amendement numéro 261 de Monsieur Fournier.
Je regrette qu'on soit contre le fait d'inscrire la sobriété comme objectif dans le programme. Mais bon, et je vais retenter avec un autre sujet qui me paraît tout aussi important, qui est celui du recyclage. Et notamment, c'est en lien avec la deuxième partie de mon rapport sur les métaux critiques. Et donc, il s'agit là d'inscrire dans les objectifs et les indicateurs de performance la nécessité d'accéder à des technologies de recyclage, de réemploi des métaux critiques, et donc d'identifier un taux de métaux recyclés pour la production industrielle, pour ne pas en faire, là encore, un supplément d'âme au petit bonheur la chance, mais bien d'en faire une règle du jeu dans le cadre de France 2030. Je crois que c'est là aussi, il n'y a pas de transfert d'argent, c'est juste une règle du jeu que nous inscrivons dans France 2030. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des réactions, des interventions individuelles? Madame Lernos. On a parlé, monsieur le rapporteur a fait un focus important dessus sur la question des matériaux critiques. On sait qu'on recycle pas bien ou mal, on va en avoir besoin. L'ouverture de mines pose un certain nombre de questions, Madame Morel en a fait état aussi. Et donc il y a une absolue nécessité d'inscrire, de ne pas gaspiller les matériaux critiques qu'on a et d'avoir des vraies filières de recyclage. J'espère que les députés ici présents du socle commun ne voteront pas avec le Rassemblement national, dont l'objectif est, c'est toujours la faute de l'écologie de manière générale, comme vous l'avez très bien. Vous avez une conscience écologique, ça m'étonnerait, mais en tout cas, j'appelle les collègues du socle commun de voter ces objectifs, parce que le fait que vous n'ayez pas voté sur la sobriété m'a un peu surprise, je vous l'avoue. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous souhaitez réagir? Ah, monsieur Loubet, pardon, d'abord. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Oui, effectivement, on s'inscrit en faux vis-à-vis des attaques de la gauche, étant donné que justement nous comptions nous abstenir, voire voter en faveur de cette proposition, qui propose donc de mettre en place des indicateurs pour accélérer les technologies de recyclage et de réemploi des métaux critiques. Vous savez, la réalité, c'est que le recyclage, évidemment, on y est tous favorables. Et je vais vous donner un exemple très rapide. Dans ma circonscription en Moselle, il y a probablement une des usines les plus innovantes et prometteuses pour l'avenir, Parks, qui devrait s'installer mais qui est en grande difficulté, qui vise à recycler à l'infini le plastique de manière industrielle, le plastique ressortant avec des propriétés vierges. Autrement dit, on a peut-être la solution justement de régler la problématique du plastique plutôt que de l'interdire, tout simplement lui donner de la valeur en le recyclant. Mais la réalité, c'est qu'à cause de l'idéologie de l'écologie punitive que vous défendez, eh bien, il y a beaucoup de problématiques foncières, avec notamment la présence de plusieurs alouettes Lulu. J'ai eu l'occasion d'en parler dans l'émission, qui sont en train de freiner un des projets les plus prometteurs pour l'avenir du pays, mais aussi de la planète. Monsieur Ben Brahim et ensuite Madame Morel. Merci Madame la Présidente. Juste pour dire qu'il s'agit là à la fois d'un enjeu écologique, d'un enjeu de souveraineté énergétique aussi, et puis il y a là aussi matière à développer des nouvelles filières industrielles et donc développer aussi des nouvelles voies de développement économique. Et donc j'aurais du mal à comprendre qu'il y ait des députés de notre commission qui ne votent pas cet amendement. En tout cas, si certains ne le votent pas, j'aimerais bien davantage comprendre leur motivation. Je vous remercie Madame Morel. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais dire que je vais soutenir cet amendement, mais je voulais quand même rebondir sur deux sujets. Le premier, c'est, je pense qu'on devrait se garder collectivement de l'argument qui est de dire qui vote avec qui ou pas avec qui, surtout dans cette commission. Aujourd'hui, dans cette commission, on parle des investissements d'avenir et on parle du fait de savoir, avec beaucoup d'humilité aussi, sur des sujets complexes, quelle est la bonne marche à suivre. Nous, en tout cas, au groupe démocrate, on ne se positionne pas en fonction des votes des uns et des autres, et si besoin était, je voulais le rappeler, nous, on se positionne en fonction de quel est l'intérêt. Et je voulais dire, sur cet amendement très précisément, moi je vais le soutenir, mais d'une certaine manière, c'est à défaut d'autre chose. Parce que la vraie idée, ce serait de dire comment on crée des vraies filières de recyclage et que c'est un vrai objectif. Là, finalement, c'est une petite ligne qu'on va insérer quelque part. C'est un premier pas, c'est bien, c'est honorable, et donc je ne comprends pas qu'on ne le vote pas. Mais je voudrais quand même que, sur le long terme, je ne crois pas que ça sert ni notre commission, ni la vie politique en général, de dire qui vote comment, parce que ça laisse tout le temps l'idée que finalement on ne se positionnerait pas par rapport à ce qu'on est vraiment. Nous, on se positionne par rapport à ce qu'on est vraiment. On considère que c'est important, la transition écologique, cet indicateur de performance, et je voulais le rappeler. Monsieur Fugit. Oui, simplement un peu dans le même esprit. Je suis un peu surpris parfois qu'on dise « je ne comprenais pas qu'un tel ou tel vote ». Je vais simplement rappeler que personne n'a le monopole de la conscience environnementale, personne n'a le monopole de la connaissance environnementale et personne n'a le monopole de la compétence environnementale. Et je le pense vraiment.
Donc moi, j'avais déjà décidé, je dis à tout le monde, de voter cet amendement. Et je voulais simplement préciser que si je prends la parole là, c'est pour dire que je l'avais déjà décidé avant. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des échanges entre différents collègues. Donc voilà, faisons attention, ne tombons pas dans la caricature d'un côté ou de l'autre. D'un côté, il y aurait les bons, de l'autre côté, il y aurait les mauvais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances et des compétences sur le sujet. Donc voilà, parfois, par contre, on n'a pas exactement la même vision dans la manière de faire. Parce qu'en fait, en matière de transition écologique, il y a le pourquoi on fait les choses, il y a le comment. Et sur le pourquoi, on converge assez facilement tous. Personne n'en a le monopole. Et sur le comment, c'est vrai qu'on n'a pas exactement tous les mêmes chemins. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'écouter. Et donc, notre groupe, chacun prendra ses dispositions. Mais je pense que nous allons unanimement, les trois qui sont présents aussi, donc voter cet amendement. Merci. Monsieur Weber. Oui, je voulais intervenir aussi. À une époque, on disait on n'a pas le monopole du cœur. Bah, pareil, pour l'écologie, c'est à peu près pareil. Hein. Donc moi, dans ma circonscription, on a une usine, Carbios, qui va être la première usine au monde de biorecyclage des PET. Donc sujet qu'on accompagne de manière très volontaire. Et je pense qu'il est quand même bien averti aujourd'hui qu'on arrête de juger les gens sur des a priori. Merci. Si monsieur, s'il n'y a pas d'autres... Alors, c'est une intervention maximum par député par amendement, je le dis, je préfère le rappeler. Monsieur le rapporteur. Oui, bon, personne n'a le monopole de rien. Pour autant, il y a quand même des petits enjeux de cohérence. Par exemple, quand le collègue Loubet met sur la table la chouette Lulu, ou l'alouette Lulu à tel endroit en considérant que c'est elle qui empêcherait un projet, bah ouais, mais ça c'est un petit sujet de cohérence parce que finalement l'enjeu de la biodiversité est tout aussi important et vous êtes parfois d'ailleurs les alliés, non, vous êtes les alliés opportunistes de la biodiversité quand il s'agit de l'énergie éolienne, par exemple, en considérant qu'évidemment, il faut absolument protéger la biodiversité, mais sur d'autres sujets où elle vous arrange moins, vous la trouvez plutôt dérangeante. Donc, je voulais vous dire que l'écologie, pour moi, en tout cas, c'est ma conviction, elle invite à la cohérence. Elle invite à la cohérence du propos. Et voilà. Et je défends une écologie que je considère comme cohérente. Ni punitive. C'est l'absence d'écologie, pour moi, qui est d'ailleurs souvent une punition, parce que ce sont toujours les plus vulnérables quand sont les premières victimes. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Pour autant, pour revenir à l'amendement, et le dire, je regrette la position sur le précédent amendement, moi. Pas de votre part, vous avez dit ce que vous pensiez de la sobriété. Mais la sobriété qui était portée, qui a été inscrite, qui a été défendue par Emmanuel Macron, par un gouvernement, qui a été mis sur le devant de la scène, aurait pu avoir le même sort que l'enjeu de recyclage. Et ça dit quelque chose quand même de la vision que vous avez de l'écologie. Et là, il y a un désaccord. On veut bien des techniques de recyclage, mais on veut moins d'une vision de la sobriété dans nos usages, parce qu'elle est tout aussi importante. Et je pense que ça aurait pu mériter aussi un objectif. Ça ne l'est pas aujourd'hui, et ça se ressent dans le programme que ça n'en est pas un. Puis enfin, pour terminer, vous avez raison, j'aurais préféré qu'on flèche de manière beaucoup plus forte des moyens, parce que quand j'entends Eramet ce matin, je suis assez inquiet. Le projet de batterie à Dunkerque sera privé du projet de recyclage parce que le modèle économique n'existe pas. Est-ce que le recyclage doit dépendre seulement d'une question de modèle économique, ou de quelle manière rendons-nous possible le fait que le recyclage existe? Sinon, c'est un miroir aux alouettes. Et malheureusement, sur beaucoup de sujets, on a raconté... C'est pas mal, hein? Un miroir à Lulu. et donc du coup, je crois que sobriété et recyclage sont indissociables. J'aurais peut-être dû les mettre dans le même amendement pour éviter que vous ayez à choisir entre l'un et l'autre, mais j'aurais peut-être pas eu les mêmes résultats de voix. Bien, nous en arrivons maintenant au vote sur ce fameux amendement numéro 261 de Monsieur Fournier. Donc, qui est pour cet amendement? Amendement donc unanimement adopté, amendement numéro 261 de Monsieur Fournier. Donc nous en arrivons maintenant à l'article additionnel à l'article 64 avec l'amendement numéro 140 de Monsieur Alexandre, Madame, je ne sais pas qui le présente, Madame Lejeune. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise globalement à conditionner le versement des aides publiques de France 2030
aux grandes entreprises. Donc il avait été porté l'an dernier par notre collègue Laurent Alexandre, qui avait été rapporteur pour avis des crédits d'Investir pour la France 2030. Et c'est un amendement qui avait été adopté en séance à l'Assemblée nationale, puis balayé par le 49.3. Donc l'amendement prévoit que pour les grandes entreprises, le concours des crédits de la mission Investir pour la France 2030 soit soumis à la souscription et au respect de 3 engagements principaux. Donc le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de 10 ans. Le maintien des effectifs de salariés, au moins donc à son niveau de l'année de perception des crédits. Et puis, troisième conditionnalité, la définition d'une stratégie industrielle conjointe donc entre l'opérateur et l'entreprise bénéficiaire des crédits. Donc voilà, 3 grands angles de conditionnalité. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un avis totalement favorable. Alors, je dirais particulièrement après avoir eu en audition ce matin l'entreprise Sanofi, oui, où ça posait quand même des vraies questions sur le devenir des emplois dans notre pays. Et donc, il me semble, pour tous les dispositifs publics, nécessaire d'avoir cette règle-là. Je crois que le minimum que nous devons à nos concitoyens, c'est de garantir que l'argent public n'entraîne pas des disparitions d'emplois ou garantit le maintien des emplois, voire le développement des emplois. Je pense que ça devrait faire unanimité, un tel amendement. Et donc, je vous en remercie, je le soutiens, évidemment. Est-ce qu'il y a des interventions individuelles? Monsieur Loubet. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, j'ai eu l'occasion de le dire dans mon intervention tout à l'heure, nous sommes favorables au conditionnement des aides publiques et au maintien des activités et des emplois sur le sol français, puisqu'il est indécent et assez surréaliste que l'impôt des Français subventionne de manière directe ou indirecte les délocalisations et les importations. Par conséquent, nous sommes favorables sur le principe à votre amendement. Je dois vous avouer qu'il y a un petit point en revanche qui nous fait réfléchir quant à notre position de vote, qui est celui du maintien de l'activité pendant une durée de 10 ans. Je pense qu'on gagnerait peut-être à assouplir un peu ce passage-là, puisque la définition de l'activité en elle-même et le fait d'arrêter une durée de manière aussi arbitraire me semble peu conforme aux réalités économiques. Par conséquent, ce que je propose à mes collègues, c'est de voter cet amendement, mais nous modifierons cette partie sur la durée en séance dans le cadre de l'examen en hémicycle. Vous avez donc le soutien du Rassemblement national par principe sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres interventions individuelles? Monsieur Allegretti. Il en est de même pour l'UDR. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir? Non. Enfin, j'ai dit mon avis. D'accord. Eh bien, nous allons passer au vote sur l'amendement numéro 140 de Monsieur Alexandre. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 141 de Madame Dufour. Madame Lejeune, c'est ça? Donc cet amendement, pareil, cherche à renforcer la conditionnalité de l'octroi des aides de cette mission. Donc vise cette fois à exclure du bénéfice des aides publiques issues de la mission Investir pour la France 2030 les entreprises qui réalisent des super profits. Donc il reprend un amendement qui avait été déposé par notre collègue Eva Sass du groupe des écologistes pour le PLF 2024. Donc, il établit que pour une gestion efficace des finances publiques, il semble assez évident que ces fonds doivent aller à des entreprises qui en ont vraiment besoin et par extension des entreprises qui ne font pas de super profits. Donc, l'État ne devrait pas avoir à contribuer à l'investissement d'entreprises qui dégagent ces super profits. Elle serait, dans ces cas-là, bien sûr, en mesure d'autofinancer ces investissements. Monsieur le rapporteur. Alors, ça reprend l'amendement d'une de mes collègues. Donc, la cohérence étant au rendez-vous, évidemment, je vais soutenir cet amendement. Mais je rajoute, ça c'était pour évidemment la plaisanterie, dire qu'effectivement, l'argent public est attribué quand il y a nécessité qu'il le soit. Voilà. Et donc, que les investissements à réaliser doivent être soutenus quand l'entreprise ne peut pas par elle-même assumer. C'est aussi un principe qui devrait être acté. Et là, quand il y a de telles capacités, je pense qu'elles doivent être réorientées, non pas vers les dividendes, mais vers l'investissement et les transitions qui sont absolument nécessaires, ne serait-ce que pour la durabilité de l'activité économique. Donc je soutiendrai votre amendement pour toutes ces raisons. Est-ce qu'il y a des interventions individuelles? Madame Louise Morel.
Merci Madame la Présidente. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon outil pour le faire. Moi, je comprends le principe, mais je pense qu'à terme, par rapport au soutien à l'entrepreneuriat, c'est un peu un amendement qui part d'un bon sentiment, mais qui est un peu dangereux. Pourquoi je dis ça ? Vous définissez les super profits ici comme des entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires supérieurs à 750 millions d'euros. Mais en même temps, on traite d'une mission qui s'appelle investissement d'avenir. Donc on peut peut-être dire d'un côté, oui, mais ces entreprises n'ont pas besoin de subventionnement, de R&D, etc. C'est les mêmes débats qu'on peut avoir d'ailleurs sur les crédits d'impôt recherche, etc. En disant, est-ce qu'au-delà d'un certain seuil, finalement, on doit conditionner mieux l'octroi, etc. Et le débat, il est parfaitement légitime. Mais de l'autre côté, on parle d'investissement d'avenir. Comment on fait par rapport à la diversité du tissu économique quand, par exemple, on est dans de l'intrapreneuriat ? Aujourd'hui, il y a des très grandes entreprises qui soutiennent des projets d'intrapreneuriat de très petites structures en disant, ben voilà, elles vont travailler de manière très précise parce que c'est un docteur, c'est un chercheur, etc. sur tel domaine. On l'octroie pas. Peut-être c'est des personnes qui ont été chercher le soutien d'une grande entreprise, mais qui de base sont des structures assez fragiles. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu fragile comme amendement. Je ne le soutiendrai pas parce qu'il ne répond pas à la diversité de la réalité économique de l'innovation en France. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Monsieur le rapporteur ? Non. Donc toujours favorable, voilà. Donc nous passons maintenant au vote sur l'amendement numéro 141 de Madame Dufour. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous passons maintenant, toujours sur la question de la conditionnalité des aides publiques, à l'amendement 142 de Madame Lejeune. Il y a un micro encore ouvert. Ça doit être... C'est vous, Madame Morel ? Non. Là, c'est bon. Ah, voilà. Donc cet amendement, toujours dans la même logique, de renforcer la conditionnalité de l'octroi des subventions publiques dans le cadre de la mission Investir pour la France 2030. Donc cette fois, pour la conditionner à la mise en place d'un forfait mobilité durable par les employeurs des entreprises qui bénéficient de ces aides-là. Et de la même manière, ça reprend un amendement qui avait été déposé par notre collègue Eva Sas en 2024. Donc, à l'occasion du PLF 2024. Donc, on doit faire en sorte que l'octroi de ces aides soit assorti de garanties et d'engagements de la part des bénéficiaires. Et donc, cet amendement prévoit que les entreprises devront assumer une partie ou la totalité des frais de mobilité durable de leurs employés en échange des aides perçues. Donc, c'est une démarche qui s'inscrit dans la nécessité d'accélérer la transition vers des modes de déplacement durables pour accompagner la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles. Monsieur le rapporteur. Claire oui, Lejeune. Pardon. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, alors, je vais dire que j'ai un avis favorable, mais il me semblerait quand même beaucoup plus pertinent de rendre obligatoire le forfait mobilité, que ça ne soit pas aléatoire et que ce ne soit pas obligé de le mettre comme un critère dans des dispositifs de financement. Ça devrait être la règle générale. Et donc, je serais plutôt favorable à ce qu'on aille vers la règle générale plutôt qu'une conditionnalité dans le cadre d'un dispositif. Il faudrait le faire d'ailleurs et harmoniser dans tous les dispositifs d'aide. Je pense que c'est absolument nécessaire, mais je pense qu'il faut rendre ce forfait mobilité non pas facultatif, mais obligatoire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions individuelles ? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote sur cet amendement 142 de Madame Lejeune. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Nous passons enfin à l'amendement numéro 263 de Monsieur Fournier. Enfin, parce que c'est le plus important. C'est ça. Ou enfin, parce que c'est le dernier. Non, c'est le dernier, voilà. Non, pardon, c'est pas le plus important, mais il est important. Je l'ai évoqué dans le rapport. Il me semble... J'avais un peu le sentiment, en m'attaquant à la question des matériaux critiques et en tirant ce fil, que c'est un sujet qui échappait un peu tant à nos débats ici, mais plus largement à un débat démocratique et à une forme de contrôle démocratique qui me paraît absolument nécessaire. Et donc, voilà, ce fameux rapport auquel j'ai eu pas mal de difficultés à accéder à ce rapport, les enjeux que j'ai pu mesurer en quelques auditions autour des matériaux critiques
me montrait qu'il y avait là, ça détermine toute la transition énergétique, ça détermine les enjeux de réindustrialisation. C'est absolument colossal et cette question ne vient pas assez souvent sur... Voilà, moi d'ailleurs, je proposerais qu'on puisse auditionner un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là pour que ça n'échappe pas à notre débat parlementaire. Et donc je propose, au-delà de ça, que puisse être produit un rapport. Alors si je fais un rapport, c'est pour... un peu contourner le fait que je ne peux pas directement proposer une concertation citoyenne, mais l'idée serait qu'il y ait un débat qui soit organisé sur ce sujet, les modalités restant à définir dans ce rapport, mais pour organiser réellement une réflexion sur cet enjeu déterminant pour tant d'autres et qui arrive souvent très loin dans la chaîne des sujets qui sont mis sur la table. Je vous parlais tout à l'heure d'une grande entreprise que j'ai été visiter, qui parlait beaucoup de ces enjeux autour de l'eau, mais qui ne parlaient pas du tout, par exemple, de ces enjeux autour du germanium, autour d'un certain nombre de métaux qu'ils utilisent. Et pour autant, peut-être que leur plus grande difficulté à court terme va être de ce côté-là. Et donc, ça pose des questions de souveraineté, des questions de disponibilité, des questions de substitution, des questions de recyclage. Et je trouve que ça mérite un vrai débat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions, Monsieur Loubet ? Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, je trouve cet amendement très pertinent parce qu'effectivement, la puissance industrielle de la France s'est faite notamment en exploitant les ressources contenues dans nos sous-sols. Alors je vous rassure, il ne s'agit plus de rouvrir les centrales à charbon, pardon, pas les centrales à charbon, les mines à charbon, excusez-moi pour le lapsus, dans notre pays. En revanche, nous avons tout un tas effectivement de ressources qui pourraient contribuer à l'innovation et au développement de l'industrie dans notre pays. Deux exemples, notamment dans ma circonscription en Moselle, le gaz de couche, puisque nous avons près de 5% de la consommation annuelle pendant près d'une trentaine d'années, a priori, contenue dans le sous-sol lorrain, et que nous disposons également, visiblement, du plus gros gisement d'hydrogène blanc au monde, qui correspondrait à peu près à la moitié de la production annuelle mondiale d'hydrogène contenu dans nos sous-sols. Par conséquent, je me permets de parler également au nom de nos alliés de l'UDR. Les députés du Rassemblement national et de l'UDR soutiendront votre demande de rapport pour étudier les voies et les moyens et ouvrir le débat de l'exploitation des ressources contenues dans nos sols, à condition évidemment que cela se fasse de manière écologique, puisque c'est une donnée particulièrement importante. Je vous remercie. Et cela vaut toujours mieux que d'importer de l'autre bout du monde. Je donne l'exemple du gaz. Je pense que mieux vaut développer les circuits courts qu'importer du gaz de schiste américain qui est exploité par fracturation hydraulique. Est-ce qu'il y a d'autres interventions individuelles ? Sinon, je vous laisse la parole, monsieur le rapporteur. Oui, je veux bien réagir. Alors, vous avez pris à dessein, j'imagine, le gaz de schiste, en imaginant bien que, par exemple, sur ce sujet, le gaz de couche. Oui, enfin, l'enjeu, pour moi, ça pose les mêmes enjeux environnementaux et écologiques. Et donc, du coup, le débat, moi, je propose effectivement qu'on organise le débat, qu'il y ait un rapport. Évidemment, je ne prédis pas de ce que sera le résultat, mais par exemple, sur un tel sujet, je pense que la question qui est posée, c'est devons-nous le faire ou pas le faire ? Et à quelles conditions devons-nous le faire ? Et cette question-là mérite d'être posée et elle ne doit pas échapper à la décision aussi de nos concitoyens. Je peux défendre, par exemple, le fait qu'on aille vers un peu plus de voitures électriques. On pourrait débattre sur le tout électrique. Il y aurait beaucoup de débats de mon point de vue. Mais par contre, en cohérence, je me pose la question d'où vont venir les matériaux qui vont être utilisés pour ça. Effectivement, la souveraineté, c'est décider de ce dont nous dépendons et ce sur quoi nous sommes autonomes. Pour moi, c'est ça la vision. C'est pas le repli sur soi et le fait que tout serait produit ici. C'est pas toujours mieux que ça le soit. On peut avoir des accords, des coopérations qui nous permettent de ne pas dépendre. Mais par contre, on en décide. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Je vous remercie. Alors, il nous faut à présent procéder à un vote sur cette mission. Ah non, pardon, déjà on va voter, pardon, je vais trop vite. On va déjà voter sur l'amendement numéro 263 qui porte sur le rapport de Monsieur Fournier. Donc pour cet amendement, qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons à présent à un vote sur la mission Investir pour la France de 2030 dans le cadre de l'avis rendu par notre commission sur ces crédits pour 2025. J'invite d'abord le rapporteur à nous rappeler son avis sur ces crédits.
Alors, je pense même plus qu'à le rappeler parce que je ne l'ai pas dit. Il était inscrit dans... Non, j'émets un avis défavorable et je l'ai précisé dans le rapport. Ce n'est pas tant sur le volume des crédits de cette année qui sont des crédits de paiement et donc c'est un peu difficile à apprécier. Je n'ai pas eu tous les éléments de réponse pour savoir si ça allait correspondre au niveau d'avancement des projets. Mais c'est pour toutes les raisons que j'ai évoquées préalablement. Un désaccord sur un certain nombre d'objectifs tels qu'ils sont posés dans le programme. Les modalités qui méritent encore d'évoluer. Les enjeux d'évaluation qui ont été mis sur la table, des sujets qui sont trop peu pris en considération. Et pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci. Donc, nous allons maintenant procéder au vote sur ces crédits de la mission Investir pour la France de 2030. Sur ces crédits, qui est pour ? C'est bon ? Qui est contre ? Donc c'est adopté. Voilà, ces crédits sont adoptés. Merci à vous. Donc avis favorable de la part de la Commission des affaires économiques. Je vous propose de nous retrouver mardi après-midi pour aborder un gros avis qui est l'avis sur l'énergie. Merci. C'était aussi un gros avis. C'est pas parce que j'ai pas dit l'inverse, mais je dis quand même que l'avis sur l'énergie est un avis important. Ça n'enlève rien l'importance de ces crédits pour la relance et la planification. Pour la blagounette de la fin de journée. Merci. Merci. Il y aura, à mon avis,